Where is he? I shan't ask you politely next time. Diamonds are forever, forever, forever. Who are you? My name is Bond. James Bond. Il est de bon ton de dire que la période Roger Moore a amené sur la saga Bond un humour et des gags visuels qui font tiquer certains, voire carrément dire que cette période est mauvaise. Mais c'est sur Les Diamants sont éternels que cela va en fait commencer sur peut-être un des moins bons Bond, c'est difficile à dire, jamais fait. On oublie la façon de faire de l'opus dernier, James Bond à l'humanité rafraîchissante, et Broccoli et Saltzman, les deux producteurs, se doivent de réinventer le personnage, surtout qu'en salle, les Easy Riders, les Hordes Sauvages, ont changé la donne. John Gavin est engagé pour le rôle, mais les deux producteurs veulent absolument le retour de Sean Connery. Vu le dégoût qu'a l'acteur, comme il a souvent exprimé sur les reporters et paparazzi, et surtout la relation plus que tendue avec nos deux producteurs préférés, Saltzman et Broccoli, plus personne n'y croit. Where is Ernst Stavro Blofeld? Mais Sean Connery ne cartonne pas au cinéma depuis son départ et il cherche des aides financières pour le Scottish International Educational Fund, sa fondation. L'argent, comme d'habitude, va le faire revenir et pas n'importe quelle somme, puisqu'on va offrir à l'acteur 1,25 million de dollars et un pourcentage sur les recettes que fera le film, dont il fera don à cette association. Le film ne va pas être et de loin à la hauteur des attentes, que ce soit d'une manière artistique ou scénaristique. On peut même dire que c'est à cause de ce film qu'Austin Powers et le Dr Evil sont nés. L'histoire est peu intéressante, les autres rôles d'une extravagance sans commune mesure et un humour souvent plus proche d'Austin Powers justement font sombrer ce film. Les Diamants sont éternels est tiré du roman de 1956 paru en France sous le titre Chaud les glaçons. La pré-production du film commence au printemps 1970 et Peter Hunt, réalisateur de l'opus précédent, refuse de faire le film, préférant vaquer à d'autres histoires comme Les Oies Sauvages 2. Guy Hamilton, réalisateur de Goldfinger, ne réussit jamais à insérer un quelconque intérêt au film et même le final est complètement raté alors qu'il est engagé grâce au succès qu'il avait eu sur Goldfinger, son premier Bond. Pour prouver à quel point ils sont à la ramasse, leur première idée était d'introduire dans l'histoire le jumeau de Goldfinger voulant venger la mort de son frère. On n'est pas loin de Mini-moi dans Austin Powers. L'idée du laser elle-même est déjà là, c'est avec un rêve d'Albert Broccoli où il se voyait rendre visite à Howard Hughes, son ami. Il découvrait que c'était un imposteur, que les scénaristes du coup, Richard Maybaum et Tom Mankiewicz, vont changer dans l'histoire. Le final devait se faire sur une poursuite en bateau partant du lac Mead jusqu'au barrage Hoover. Et c'est Mankiewicz, à la demande de Dan Reisner, le président d'United Artists, qui va changer ce final sur une plateforme pétrolière avec des décors de Can Adams. Blofeld devait s'échapper d'ailleurs jusqu'à une mine de sel où Bond le retrouvait sur un violent affrontement. Tout plus simplifié, beaucoup trop, et Bond va passer d'un machisme presque brutal, des romans mélangés à un humour souvent bienvenu, voire de l'ironie froide dans les anciens films. Avec Les Diamants sont éternels, on va opter pour un peu de ressemblance avec les films et les romans d'origine, pour des aventures pleines de panache, voire d'esprit pour certains, mais moi j'appelle ça de la pantalonnade. Yes. Peter Franks. Ce n'est que grâce à quelques séquences, des décors et une musique bien sûr de John Barry que le film tient un peu la route. La scène où Bond et Franks se battent par exemple dans un ascenseur, un décor très étroit et fantastique, et rappelle les meilleurs moments de la franchise grâce au talent de Bob Simmons, toujours responsable des cascades et dont la chorégraphie y est excellente.
Il est à noter que l'on ne voit jamais que c'est le décor qui bouge et pas l'ascenseur. Eux étaient vraiment fixés au sol. Le pré-générique où Bond recherche Blofeld pour venger la mort de sa femme reste parmi les scènes pour la performance de Connery plein de rage, bien que l'acteur y montre quand même un petit surpoids étonnant depuis son dernier Bond. Le film, si Lazenby était revenu, devait commencer d'ailleurs à la mort de Tracy, directement à la fin du film précédent. Blofeld en fait un sosie, il meurt dans de la boue qui était en fait de la purée de pommes de terre, mais qui en chauffant trop à cause des éclairages dégageait une odeur désagréable. Welcome to hell, Blofeld. Pour le merchandising, une seule phrase, il est de retour. C'est le premier argument de vente sans explication de la disparition de l'acteur pendant 4 ans, si ce n'est dans le film. L'affiche est superbe, encore une fois, et seule l'Espagne couvrira les corps des femmes peu habillées. Le film fera une première londonienne, à l'Odéon Leicester Square le 30 décembre 1971, et une autre à Édimbourg en présence de Sean Connery le 14 janvier 1972. If God had wanted man to fly, He would have given him wings. Pour cette dernière, une invitation signée et écrite personnellement par l'acteur, au prix explosant toute concurrence aujourd'hui si vous en trouvez une, explique que les bénéfices de la soirée iront à sa fondation. Peu de jouets, de produits dérivés vont sortir à l'époque, si ce n'est la musique et le livre. En Angleterre seulement, Corgi Toys va sortir des reproductions du Buggy et de la Mustang. Contrairement à moi, les critiques de l'époque, alors qu'ils reprochaient les gadgets sur Opération Tonnerre et On ne vit que 2 fois, sont dithyrambiques ici et adorent le film. Les producteurs sont nerveux, mais le film va bien sûr cartonner, dont le premier week-end. 116 millions de dollars vont nous prouver que Bond est toujours là, au box-office, qu'il cartonne, et c'est le premier Bond tourné à Hollywood, et c'est peut-être ce qui va en expliquer le succès. Presumably I'm the condemned man, and obviously you're the hearty breakfast. Right? Is Mr. Case not at home? There is no Mr. Case. The tea is for Tiffany. Sean Connery revient donc grassement payé et après avoir grassement mangé. Moins taciturne mais pas non plus au taquet comme dans Opération Tonnerre, il passe sur le film avec une jovialité qui se sent sur le tournage. John Gavin dut ravaler sa fierté après avoir été engagé pour le rôle puis renvoyé chez lui avec l'embauche de Sean Connery qui a été réalisé par David Picker de chez United Artists. On reverra Gavin en OSS 117 dans le pas très fameux film de Renzo Cerrato, Jean-Pierre Desagna et André Hunebelle. Pas de rose pour OSS 117. You just killed James Bond. Is that who it was? Adam West, le Batman de la série parodique de 66, fut aussi envisagé, ainsi que Burt Reynolds, comme d'habitude. Le film est tourné aux États-Unis, à Las Vegas et en Californie, dans le sud de la France et à Amsterdam, mais Sean ne fera que de brèves apparitions sur les plateaux européens et restera dans les studios Pinewood pour ces moments. Avec son salaire et le pourcentage sur les recettes, Connery exige en plus de ça sur son contrat que tout retard de tournage, il connaît bien le métier, le bonhomme, entraînera pour les producteurs une augmentation de salaire de $10,000 par semaine. Il obligera aussi la compagnie United Artists à financer 2 autres films pour lui. Il ne reviendra plus en tant que James Bond officiel puisque le prochain, Jamais plus jamais, ne fait pas partie de la saga. Thank you very much. I was just out walking my rat and I seem to have lost my way. Weren't you a blonde when I came in? Could be. Tiffany Case, la James Bond girl du film, est interprétée donc par Jill St. John et fait partie de ces girls qui donneront l'impression à beaucoup de spectateurs que ce sont des cruches idiotes qui ne sont là que pour être sauvées par James Bond. Et pourtant, leur première rencontre montre une femme plutôt coriace. C'est une trafiquante de diamants professionnelle qui semble n'avoir peur de rien. Mais on ne sait pas pourquoi sa personnalité change très vite au cours du film jusqu'à devenir complètement naïve, manipulée par tous les hommes qui l'entourent. Jill St. John est très jolie et joue comme il se doit le rôle qu'on lui donne, mais ce ne sera pas celle dont on se souvient de par ses faiblesses d'intérêt et les bourdes qu'elle commet, notamment lors du final. C'est la première Bond girl américaine et la seule partenaire sexuelle de 007 dans le film, ce qui, avouons-le, assez rare. A drink? Well, if you'd like to come in, plenty. Abondance de la queue en français, Plenty O'Toole en VO, oui c'est un nom apparemment, ça existe, joué par Lana Wood, n'apparaît pas longtemps, mais juste assez pour émouvoir certains spectateurs de l'époque.
Des formes et une sexualité évidente et même agressive, hein. Elle sait exactement ce qu'elle représente pour les hommes et elle en joue. Elle va rencontrer 007 en lui disant Thank you. Hi, I'm Plenty. et lui, en regardant sa poitrine, va lui répondre But of course you are. Plenty O'Toole. Named after your father, perhaps? Elle sera jetée par une fenêtre d'immeuble seins nus, hein, sauvée par une piscine, fort heureusement. Hey, listen, you can't do this to me. Stop that. I've got friends in this town. Confondue avec Tiffany Case, hein, elle est noyée dans une autre piscine, ce qui est totalement con puisque les deux filles n'ayant aucun lien entre elles. Elle est la petite sœur de Natalie Wood, l'actrice, hein, et le peu de scènes qu'elle a dans le film sont plus intéressantes que toutes celles de Tiffany. Dead. Supposed to be you. The next link in the pipeline. As La Rochefoucauld observed, humility is the worst form of conceit. Ernst Stavro Blofeld, hein, va apparaître pour la dernière fois physiquement jusqu'à la période Daniel Craig avec ce film. C'est Charles Gray, hein, qui avait joué, rappelez-vous, Anderson dans On ne vit que deux fois, qui ici y joue un Blofeld absolument raté et beaucoup moins percutant qu'un Donald Pleasence, et sadique ou Telly Savalas, très mégalomane. Blofeld n'étant rien tout cela, hein, puisque c'est une sorte de dandy charmant et spirituel, et qui n'est même pas chauve comme dans les deux films précédents. Double jeopardy, Mr. Bond. You killed my only other double, I'm afraid. Bond et lui discutent tranquillement, hein, ce qui rappelle donc le Docteur d'Enfer et Austin Powers, alors qu'il est fou de rage dans le prologue du film, hein, de même film, puisqu'il voulait le tuer pour venger sa femme. Well, well, well. Look what the cat dragged in. I'm delighted to meet you, Miss Case. Blofeld n'est donc que l'ombre de lui-même, hein, malgré le très bon jeu de Charles Gray, et va même aller jusqu'à se travestir en femme. Son destin est incertain, hein, puisqu'on ne le voit pas mourir. Il reviendra bien sûr sans visage, hein, dans le prologue de Rien que pour vos yeux. Monsieur Kidd et Monsieur Wint, hein, les deux tueurs de Blofeld, hein, les plus intéressants du film, sont à la fois la très bonne surprise et le hashtag gênance de certains moments. I must say, Miss Case seems quite attractive. For a lady. Joués respectivement par Peter Smith et Bruce Glover, hein, peut faire sourire en premier lieu, les deux tueurs ayant une relation homosexuelle des plus bienvenues en comparaison de leur sadisme et de leur envie d'innovation en la matière de tuer. Toujours avec un mot ou une phrase après chaque meurtre à la James Bond, hein, les deux tueurs charmants et très polis sont certes intéressants, mais ne sont jamais angoissants et même plutôt comiques. Moving. Heartwarming, Mr. Wint. A glowing tribute, Mr. Kidd. Ils vont essayer de tuer 07, et c'est lors de l'épilogue que ce combat final entre eux aura lieu. Combat plutôt raté puisque l'un est une brochette humaine en feu et l'autre transformée en bombe. Les deux acteurs sont par contre impeccables. I'm Bambi. Good morning, Bambi. And I'm Thumper. Bambi et Perle Noire, interprétés par Donna Garrett et Trina Parks, gardent soigneusement la demeure de Willard White. Perle Noire en VO s'appelle Thumper, en hommage à Pampan, le lapin dans Bambi, donc Bambi et Pampan. La relation est faite, hommage à Disney. Thumper. La baston avec Bond est absolument, bien que ne servant à rien, bien orchestrée, et au moment où il va perdre, c'est dans une piscine où leur liberté de mouvement n'agisse plus que 007 va remporter la partie. It's a lot smoother ride in the front, Mr. Franks. Yes, I believe I'll sit in front. A noter en homme de main la participation de Sid Haig, hein, bien connu pour les films de Rob Zombie comme The Lord of Salem, Halloween, The Devil Rejects ou La Maison des Mille Morts, et bien sûr plein d'autres reculs dans d'autres films. 51, I believe. There is no year for Sherry 007. I was referring to the original vintage. FBI? CIA? No, British intelligence, Mr. White. James Bond.
Willard White est un milliardaire isolé de force par Blofeld afin de contrôler et financer son projet. Il est inspiré d'Howard Hughes, il contrôle hôtel et casino à Las Vegas, ainsi qu'une usine de construction de satellites et de navettes spatiales. C'est le chanteur de country Jimmy Dean, doublé par Francis Lax, qui joue assez nonchalamment le personnage qui participe même à l'attaque finale. Well, Felix Leiter, you old fraud. Felix Leiter est joué par Norman Burton, qui nous sort peut-être la plus mauvaise interprétation du personnage à ce jour. Doté de répliques ineptes et d'une attitude exaspérée et brouillonne, il n'a aucun intérêt et son rapport avec James Bond n'est jamais crédible. Tell me, Commander, how far does your expertise extend into the field of diamonds? Sir Donald Munger, par contre, est joué par Lawrence Naismith, le célèbre juge Fulton qui réunit Danny Wilde et Brett Sinclair dans la grande série Amicalement Vôtre. Il est ici un expert dans le domaine des diamants qui forme Bond et M sur son inquiétude de l'accumulation de vols de diamants pour faire chuter leur valeur. I suppose I've replaced a dog as a girl's best friend, and that's about it. Refreshing to hear there's one subject you're not an expert on. M est là aussi, bien sûr, merveilleusement joué comme toujours par Bernard Lee, même s'il a pris un petit coup de vieux, et comme dans les autres films de la saga. La scène est ici malheureusement très brève, mais l'alchimie avec Sean Connery repart comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu ces 4 ans d'absence. Are you paying attention, 007? The Akbar Shah, 116 carats rough. M arrive même à traiter assez mal 007, de façon peu subtile, quand celui-ci fait montre de son savoir sur le sherry. An electromagnetic RPM controller. Q, toujours impeccable par le jeu de Damon Les Whedon, a l'air dans son élément à Las Vegas. Il utilise un gadget qui change la rotation des machines à sous et qui le fait gagner gros même s'il ne ramasse pas les pièces. What can I bring you back from Holland? A diamond? In a ring? Miss Moneypenny, toujours Lois Maxwell, n'apparaît qu'en version éclair, vraiment trop courte à l'écran. Déguisée en agent des douanes anglaises, elle et 007 ont à peine le temps de parler, mais comme le reste du scénario, c'est d'une platitude absolue. Mr. Franks, your passport is quite in order. À savoir qu'elle avait négocié la possibilité de rapporter chez elle tous les costumes qu'on ferait pour elle, et on ne lui a donné que cette panoplie d'agents des douanes. Plusieurs véhicules sont utilisés dans le film avec plus ou moins de talent. Un buggy lunaire, et oui, un buggy lunaire, vous avez bien entendu, quand Bond s'enfuit de l'usine avec des astronautes qui simulent l'espace au ralenti. Bref, malgré la stupidité de la scène, Bond conduit ça sans entraînement alors qu'il a du mal avec une grue plus tard. C'est Canadam, roi des décors de la saga, qui va concevoir l'engin. La poursuite à 20 km/h est chiante comme la mort et ne fonctionne pas malgré l'humour qui l'accompagne. En 1990, le fan club James Bond retrouve le véhicule abandonné. Il fut entièrement restauré et on peut le voir au restaurant Planet Hollywood de Las Vegas, un des 9 restaurants existants encore. Les trials utilisés par les méchants à la poursuite du buggy, ces motos à 3 roues, sont fabriqués par Honda. Le bateau sub utilisé par Blofeld lors de sa presque fuite dans le final et qui se fait fracasser par 007 et qui prend le contrôle de la grue où installé le sous-marin fut fabriqué en fibre de verre et aucune commande ne marchait bien sûr. L'original est exposé dans la propriété de la fondation Ian Fleming. Et enfin, Bond va utiliser une Mustang Mach 1 1971 pour une poursuite à Las Vegas, dont 007 va même aller à pencher la voiture pour passer dans une allée de la moitié de la taille de la bagnole. La séquence est tournée en studio et à Las Vegas pour la sortie de la voiture. Seulement voilà, on regarde le film et quand elle rentre, elle est sur une roue et quand elle sort, elle est sur l'autre côté des roues. Du
Du coup, pendant les rushs, ils vont faire un insert où Tiffany et Bond échangent leur place pour expliquer pourquoi ils sont pas du même côté. Mais par contre, personne ne remarquera le fait que la voiture change de côté. Ce qui est affolant aussi, c'est que dans cette scène de poursuite, ils n'ont jamais essayé de cacher les figurants. Qui regardent le tournage sur le trottoir sans bouger, ce qui n'est pas le cas à Vegas où les trottoirs certes bondés sont en mouvement perpétuel. Là c'est l'arrêt total, ça regarde, on est bien, on est Tintin, on regarde un Bond. Willard White speaking. Niveau gadget, même Blofeld s'y met avec un simulateur de voix qui lui permet de se faire passer pour Walter White. Une pince dans la veste de Bond se referme sur les mains de ceux qui essaient de lui prendre son arme, presque capable de sectionner les doigts du vilain. I've got to hand it to you, Q. Pour prendre l'identité de Franks, de fausses empreintes digitales sont créées par Q. Tiffany scannant celle-ci, l'idée est judicieuse. Le pistolet à python qui sert à 007 pour escalader la tour White et accéder ainsi à son bureau est absolument fameux. Bond va même tirer sur Blofeld avec, en pleine tête. Mais c'est encore un sosie. Bond possède aussi un ballon qui lui permet de marcher sur l'eau. L'arme de Blofeld est donc un satellite couvert de diamants qui permet à celui-ci de menacer le monde avec. En effet, grâce à des diamants, un laser peut détruire n'importe quel point sur la Terre. Bon, il faut le dire, toutes les scènes avec le laser ont des effets absolument ridicules et très moyens. Mais moins pire que l'explosion atomique d'un missile qui ne fera même pas peur, je pense, aux spectateurs de l'époque, c'est pas possible. On dirait simplement un P dans un trou dans la Terre. Beaucoup de décors sont encore une fois maîtrisés par Can Adams sans la folie des grandeurs des films d'antan. Diamonds are forever. John Barry revient heureusement encore, mais fera une pause sur le prochain. C'est grâce à sa musique que le film tient la route un tant soit peu et donne au script vomitif et des séquences ratées un petit plus qui fait que le film reste regardable. Il va composer un nombre de thèmes vraiment hallucinants, même si la partie Vegas est la moins fulgurante. On n'est pas sur la musique de l'épisode précédent, mais c'est vraiment du bon, avec un bonus de bon augure puisque Shirley Bassey, et oui, la chanteuse de Goldfinger, revient pour la chanson principale Diamonds Are Forever, qui cartonnera moins que Goldfinger, mais que tout fan de la saga apprécie à sa juste valeur. David Arnold en fera un très bon remix dans son CD Shaken and Stirred. Elle est écrite par Don Black et composée par John Barry. L'album d'époque est assez mince au niveau de la musique, mais la réédition va nous offrir un nombre de morceaux inédits plus que bienvenus. Maurice Binder, bien sûr, va nous lâcher un générique comme à son habitude, moitié sexy, moitié kitsch, à la fois. One is never too old to learn from a master, Mr. Kidd. Écoutez, vous aurez compris, ce n'est pas mon James Bond préféré, je préfère presque tous les Roger Moore à celui-là. Je trouve que Sean Connery s'est empâté, qu'il joue sans vraiment de réelle envie, qu'il est là pour le pognon, et que franchement Guy Hamilton est à la ramasse, ce qui est bien dommage, parce qu'on aurait pu avoir quelque chose de beau, mais voilà, ce n'est vraiment pas mon James Bond préféré, je crois même qu'il est en dernière place. Je lui mets quand même la note de 3 sur 6, parce qu'il reste de très bons moments, une très belle musique. Et voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Pouce haut, pouce bas, vous êtes d'accord ou pas? On va en parler dans les commentaires. C'est toujours clivant un James Bond, donc n'hésitez pas à en parler. Et on se retrouve pour du très très lourd. On repart dans le monde des vampires. How the hell do we get those diamonds down again?